Merci beaucoup de nous rejoindre dans le podcast dédié aux 15 ans de l'EIML Paris, produit par l'ISAVJ. Alors bonjour Emmanuel, bienvenue, tu es sommelier. Ouais, Et donc aujourd'hui tu vas nous parler de ton métier. oui. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Je m'appelle Emmanuel Delmas et je suis sommelier de métier depuis 1995. De 95 à 2010, j'ai travaillé dans des restaurants pendant 15 ans donc. Restaurants souvent 2 étoiles ou 3 étoiles Michelin, beaucoup à Paris, parce que je vis près de Paris, à Vanves exactement. Et puis en fait, de 2005 à 2010, alors que j'étais sommelier, enfin, dans la restauration, on travaille le midi et le soir en coupure. Donc c'est beaucoup d'horaires. Et comme je travaillais pas assez entre guillemets, il y a quand même beaucoup d'horaires, je me suis mis en portage salarial, qui est une solution qui permettait en fait de travailler en plus à côté, certains week-ends pour donner des cours de dégustation à des personnes qui ne connaissent pas le vin. Et c'est vraiment l'amour du partage. Ok, super. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots ton secteur d'activité? Alors, Justement. sommelier, c'est un métier lié au vin. C'est-à-dire qu'on confond souvent œnologue et Mm. sommelier. Alors, l'œnologue, c'est celui qui va transformer en fait le jus de raisin en vin. Donc Mhm. ça, c'est vraiment une approche plus scientifique et qui travaille souvent dans les vignobles pour différents domaines ou pour un laboratoire œnologique. Et moi, je suis sommelier. Donc, sommelier, c'est celui qui sert le vin au restaurant. Ok. Donc, on travaille souvent dans des très grands restaurants. Alors, à l'époque, à 30 ans, c'était plutôt des restaurants qui étaient 2 étoiles, 1 étoile ou 3 étoiles au guide Michelin. Alors, moi, justement, j'ai travaillé dans ces restaurants-là, la Tour d'Argent, il y a eu Guy Savoy, il y a eu Alain Ducasse au Plaza Athénée, il y a eu La Serre, un petit peu à l'étranger aussi, au Gavroche à Londres. Et en fait, nous, on est là vraiment pour bien parler du vin. C'est un peu vendre le vin au restaurant, auprès des clients, et aussi savoir accorder le bon vin avec les plats. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner les qualités requises justement pour faire le métier de sommelier? Alors là, il faut être passionné. Mhm. C'est comme pour tous les métiers, je pense que quand on veut sortir de l'eau, il y a pas à dire. Sans passion, c'est compliqué. Donc, et le vin, alors moi, je connaissais rien au vin au départ. Dans ma famille, personne ne connaissait le vin. Donc, c'est un peu le hasard. Moi, j'ai commencé par un CAP BP de cuisine et un CAP BP de serveur en salle pour ensuite faire une mention complémentaire de sommelier. Donc, les qualités premières, c'est la passion. C'est vrai que je lisais 2-3 heures par nuit, en fait. J'étais un fou de ça. Et après aussi, on rentre quand même dans des restaurants qui sont assez exceptionnels, avec un cadre qui est unique. Et il faut aussi ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On a une clientèle qui est très haut de gamme. Souvent, on a des personnes très connues, des décideurs politiques. Donc, il faut savoir rester à sa place. Et puis, il ne faut pas se la péter, en fait. Et il y a aussi cette idée aussi d'un peu de psychologie. Parce que ouais, on conseille des vins et il y a aussi le niveau du prix qui est important aussi. Donc, il y a ça qui est important. Et puis, l'ouverture d'esprit. On va s'intéresser aux vins, tous les vins qu'on a dans le monde. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mhm. C'est quoi la clé de la réussite pour ce métier? Bah, je pense que ça réunit en fait toutes les qualités, la passion, c'est le désir de se remettre en question, quand on est passionné, on va plus loin. On veut Mhm. toujours repousser les limites. Je pense que c'est dans tous les corps de métier, c'est pareil. Où il y a un chirurgien, bah, qu'est-ce qui fait qu'un chirurgien, il va beaucoup plus loin que l'autre? Bah, il se forme en continu. Et un sommelier, c'est pareil. Moi, j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai ouvert un blog sur le vin en 2005, qui est encore actif, qui s'appelle le blog du sommelier. Et à l'époque, j'ai pris 3 articles par semaine. Ah oui. Donc il y avait 1500 articles aujourd'hui. Donc il faut être un peu fou pour écrire gratuitement comme ça. Mais ça me permettait d'aller sur le terrain, d'aller voir les vignerons, de passer 40 jours par an sur place. C'est ça. Et forcément, il n'y a pas beaucoup de sommeliers qui faisaient ça. Donc logiquement, j'avais souvent 2-3 coups d'avance parce que j'étais sur le terrain aussi. Et ça veut dire aussi de ne pas avoir trop de vie. Parce que Ouais. quand on travaille à l'époque 60 heures, 70 heures par semaine, même beaucoup plus parfois, 6 jours sur 7, les jours de congé, on les passe dans les vignobles, les vacances aussi. C'est pas ouais, j'ai pas eu de vie pendant 15 ans quasiment. Qui ou quel a été ton modèle d'inspiration, ton influence pour ce métier? C'est pas simple ça aussi, pas évident. Quand on débute, on n'a pas de repères, donc c'est souvent les grands sommeliers qui font les concours, Ouais. qui nous inculquent des valeurs. Après, moi, il y a un caviste que je trouve formidable qui s'appelle Bruno Cognou qui fait qui est un mec extraordinaire, qui déguste d'une manière impressionnante et qui est capable de décrire le vin en disant, voilà, à quel moment le vigneron, il a raté quelque chose ou qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ça. C'est assez incroyable, donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et il a une vision du vin qui est assez unique
Et ouais, en fait, c'est des gens qui m'inspirent, il y en a pas mal, il y en a eu pas mal à certaines étapes de ma vie. Et puis après, il y a des personnes qu'on inspire aussi, pourquoi pas. Quel est ton meilleur souvenir lorsque tu as débuté ta carrière? Ah, ça, c'est une question qu'on m'a pas posée enfin, ouais, c'est un peu surprise, quoi. Ouais, les bonnes surprises, alors, ouais, il y en a une, c'était en 96, moi, j'ai pas été quelqu'un de très, j'avais aucune confiance en moi et très timide. Donc, OK. quand j'avais fait un stage, par exemple, de serveur au tout début, servir le pain, des gens que je connaissais pas, c'était très dur. Enfin, j'étais en panique. Et ça, c'était pas génial. Et en fait, quand je suis entré en apprentissage de sommellerie, bah, il y a un concours qui se faisait tous les ans, Mmh. de meilleur étudiant sommelier de France. Et en fait, ça faisait que 3 ans que ce concours existait. Il n'est jamais arrivé qu'un apprenti y arrive face à des personnes, des élèves qui étaient en continu en fait à l'école. Et en fait, j'allais concourir à ce concours-là. Et en fait, le problème, c'est que la veille du concours, il y avait le Paris Saint-Germain qui jouait la finale de la Coupe d'Europe en 96 qu'on avait gagné à Bruxelles. Donc j'y suis allé et j'ai dit à mon prof, j'irai pas au concours parce que je vois le Paris Saint-Germain gagner la Coupe d'Europe. Et là, il était en colère, pas possible. Et en fait, j'y suis allé quand même. Et en fait, j'ai fini 4e du concours, ce qui était génial. Donc là, c'est un super souvenir parce que ça m'a fait Mmh. prendre conscience que, ouais, on peut. Et même si on est timide, même si on n'est pas forcément à l'aise, quand il y a la passion qui est là. Ouais. Et en fait, j'ai eu des retours incroyables de sommeliers qui étaient des très, très bons sommeliers qui me disaient: «Mais je change rien, reste comme ça». Parce que la passion, c'est la clé. Et je crois que c'est ça qui fait que on peut aller plus loin en fait dans la vie, en tout. Soyez passionné. Avec l'évolution du climat et l'augmentation des températures, comment les viticulteurs s'adaptent-ils pour, préserver l'identité de leur vin, tout en maintenant leur, qualité? Ouais, c'est une bonne question. Oui, le dérèglement climatique, hein, on peut dire ça, Ouais. a un impact forcément sur le profil des vins ou sur les silhouettes des vins. Et clairement, on n'a plus les mêmes profils qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, il fait plus chaud. Quand il fait plus chaud, les raisins sont plus riches en sucre. Et le sucre va se transformer en alcool. Donc on a des vins qui sont plus riches en alcool et qui vont parfois manquer d'acidité. Donc des vins qui sont un peu plus lourds. Donc c'est là que le vigneron, bah, il travaille. Vous savez, un vigneron, il travaille, c'est pas 2 heures par jour, c'est 6 heures dans les vignes tous les jours. Donc Ouais. souvent, les vignerons sont en culture bio ou sont très proches de leur végétal. Et souvent, ils vont remodeler un peu le paysage aussi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont planter des haies, ils vont planter un peu d'arbustes pour apporter un peu plus d'ombre ou de l'écosystème aussi. Donc ça donne aux vins, les vins qui sont soit en culture bio, je parle de la vraie biodynamie, le Mmh. bio qui travaille avec le cœur et avec sincérité. Les vins ont plus de vitalité, plus de fraîcheur et plus d'énergie. Donc souvent, c'est des vins qui passent beaucoup mieux euh, à la dégustation. Donc en fait, c'est en partie comme ça qu'ils vont s'adapter, en étant à l'écoute de leur végétal. OK. Comment les maisons de vin et les domaines peuvent-ils se différencier sur un marché de plus en plus, concurrentiel, tout en restant fidèles justement à leur identité et leur terroir? Ouais. Si je pose la question à des étudiants qui sont en marketing, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Comment faire pour qu'une marque sorte du Ouais, lot? c'est ça. Et vous me répondez quoi? Ouais. L'authenticité. OK. C'est être vrai, authentique, je pense que c'est ça, et c'est raconter une histoire. D'accord. Quand vous avez la chance d'avoir une histoire, d'être ancré et d'avoir les pieds sur terre, parce que c'est bien le rôle d'un vigneron, bah, ça change tout en fait. Et je pense que c'est ce que aujourd'hui les consommateurs recherchent, c'est se projeter avec une marque. Qu'est-ce qui fait que Louis Vuitton a ce succès-là ou qu'un autre? Mmh. Quand vous prenez les souliers, je parle de souliers, hein, je parle pas de chaussures, pas les godasses, hein, les souliers. Vous prenez les Church, vous prenez Weston, et puis vous avez d'autres marques qui sont moins connues, qui sont remarquables par des vrais artisans. Bah, on va chercher ces petites marques-là parce que c'est une exclusivité. Il y a pas beaucoup de gens qui les portent et ça change tout. Je pense qu'il y a ce côté exclusif aussi qui joue. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle pas mal. À quoi ressemblera le vin de demain, entre innovation technologique, nouveaux cépages, résistants, et évolution des goûts des consommateurs? Enfin, comment tu imagines l'avenir de la viticulture et du marché du vin, justement? C'est pas simple parce que, je pense qu'il y a pas assez de bon vin pour tout le monde. Ouais. C'est assez provocateur quand je dis ça, mais Mmh. je pars du principe qu'il y a que 20 des vins qui sont vraiment bons. C'est à peu près, alors je suis un peu provocateur quand je dis ça, mais en fait, l'idée, c'est de dire que dans tous les corps de métier, vous avez 20 de gens qui sont passionnés, qui vont plus loin que les autres, dans tous les corps de métier. Ceux qui sont passionnés vont plus loin, ils réussissent plus, bah, on préfère travailler avec eux ou aller voir, par exemple, le chirurgien, bah, il est au-dessus des autres, donc je préfère me payer par lui. Et puis après, il y a 30 de personnes qui bossent bien. Et puis après, il y a 50 qui font pas ce qu'il faut, en fait. Et là, on se dit: «Ah, c'est dangereux». Donc je pense qu'il faut chercher ces vignerons-là qui vont plus loin.
Et en fait, ceux qui vont vraiment se donner du mal, qui vont rester dans leurs valeurs à eux, les valeurs d'authenticité, de travail, de sincérité, heu, l'ardeur, hein, parce que c'est ça, hein, faut pas oublier que dans le vin, OK, il y a des marques, comme vous dites, comme tu dis, mais il y a aussi, une histoire derrière, il y a des vignerons et des vigneronnes qui ont les pieds dans la terre toute la journée. Donc entre un domaine qui a 100 hectares et un autre qui a, 2 hectares, 3 hectares, donc un vigneron, comme je dis, jardinier, Mmh. bah, le travail n'est pas le même Ouais. et forcément, quand on goûte un vin comme ça, on se dit: «Waouh, il se passe quelque chose» et on peut pleurer en goûtant les vins. Ah oui, ça Ouais. vous est déjà Ah arrivé? ouais, ça m'est arrivé, c'était fou, c'était fou. C'est chez un vigneron à Gevrey-Chambertin, dans un petit village. On va chez Claude Dugas, alors c'est pas le plus connu et je goûte les vins. Le premier vin, c'est un petit bourgogne générique classique sur fût. Et là, j'ai dit: «Waouh, si on commence comme ça, à ce niveau-là» et après on monte en gamme sur les Gevrey-Chambertin, puis les Gevrey-Chambertin vieille vigne, puis, les grands crus, Mmh. les charmes enfin les Latricières Chambertin et là, je commence à pleurer parce que je n'aurais pas jamais pu imaginer que, on puisse arriver à une telle perfection dans le vin, quoi. C'était OK. incroyable et mon pote qui m'accompagnait, il me dit: «Mais c'est normal, tu goûtes les vins de chez Claude Dugas» et 6 mois après, je reçois un appel d'un vigneron, château de Pommard, qui fait des très jolis vins. Il m'a dit: «Emmanuel, j'ai plus rien en goûtant les vins chez un vigneron». Et j'ai dit: «OK, tu étais où?» «Il y a Gevrey-Chambertin». «OK, ne me dis rien, tu étais chez Claude Dugas». Il me dit: «Ouais, comment tu sais?» «Bah, j'y suis passé il y a 6 mois». Voilà, Il y ouais. a des vins comme ça d'émotion Mmh. et même mon petit frère qui a rien à voir dans le vin, qui avait 20 ans de moins, on jouait à l'époque, à la console de jeu, c'était, Mario Kart, 98 Ouais. et j'ai fait goûter des vins un peu sucrés comme ça et un jour, je lui fais goûter un cidre de glace. Alors c'est pas un vin puisque c'est à partir de pommes, cidre de glace du Québec. Il goûte ça, il pleure. Il dit: «Waouh!» La claque. La claque parce qu'il y a des Dingue. émotions et je fais une parenthèse aussi là-dessus parce que quand je fais les séminaires pour l'UML, les élèves, bon, ils sont jeunes, ils ont pas forcément conscience bah, qu'on peut bien manger au restaurant, tout ça et je raconte toujours l'histoire de une partie de ma famille était en Bretagne et à l'époque, dans les campagnes, pour les 18 ans, heu, du gamin, bah, soit on lui offrait une montre, qu'une montre, bah, ça a une valeur Oui. et qu'en peut en cas de coup dur, on la revend et c'est à l'époque, hein et ou alors dans un grand restaurant et même des familles qui sont pas très, aisées, même au contraire, se dit: «On se fait un restaurant une fois dans notre vie, en fait, Mmh. pour les 18 ans du petit. On va, s'offrir ce moment-là, ce lieu, le château qui est là et là, il se passe quelque chose. Parce qu'on a accès à des pommes de terre, des produits qui sont travaillés d'une manière différente OK. et ça reste à vie, à tel point que, j'ai des clients dans les restaurants Alain Ducasse, Paul d'Athénée, chez La Serre, partout. Il y a peut-être 2-3 des clients qui sont des clients vraiment qui n'ont pas beaucoup de sous. Mais chaque année, ils se disent: «Ça fait 20 ans qu'on se fait un grand restaurant parce qu'on a eu cette chance de le faire à 18 ans avec nos parents» et c'est un souvenir qui est impérissable et on préfère se payer un restaurant comme ça que se faire une semaine de camping Bah oui, ouais. et c'est quelque chose d'important, c'est retourner à la source, en fait. Mmh. Ça, c'est des choses qui sont importantes et je pense qu'aujourd'hui, vous, enfin toi, mais vous tous en tant que jeunes, Oui. je pense qu'il y a aussi ce retour à la source, je pense que ce besoin parfois de dire: «Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir revenir un peu à la source?» Partir un peu de la ville et puis, Ouais, me promener un peu, retrouver des valeurs comme ça. c'est exactement Je ça, crois que ouais. c'est important. Bon, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour Avec avoir plaisir, répondu à mes questions et puis, de nous avoir partagé, tous ces détails sur ton métier. C'était super intéressant et puis, à la génial, prochaine. et puis ouais, le vin, c'est quand même sympa. Oui, C'est vrai que on c'est va bon. dire ça. Choisir des bons petits vins chez les bons petits cavistes, c'est toujours mieux Ouais. et cool. Bah, merci en tout cas à vous pour, votre accueil. Merci. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Nous espérons vous avoir donné quelques précieuses clés sur ce secteur passionnant qu'est le luxe.